et vous m'avez demandé de tester le plus petit Jeep. Celui-ci, c'est le Jeep Avenger. Et on l'a ici en édition 85e anniversaire et aussi en version 4XE, parce que, je veux dire, un vrai Jeep a besoin d'une transmission intégrale, non? Nous allons aller jeter un coup d'œil. Extérieur, intérieur et conduite du Jeep Avenger. Avec Thomas d'Auto Je Fuel en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti pour l'avant. Très costaud, un avant typique de Jeep récemment mis à jour avec la calandre, le pare-choc inférieur et tout le reste. Et l'édition du 85e anniversaire présente aussi ses accents ici, comme ses touches dorées en fait. Tu sais, pour rappeler tout l'héritage de la marque et quelques caractéristiques tout-terrain comme par exemple ce film noir sur le capot qui réduit les reflets lorsque l'on roule en tout-terrain et ainsi de suite. Ouais, pourquoi pas? Et des clins d'œil ici, par exemple, comme ça. Sûr que c'est censé être comme un rider en BMX ici, au sommet de la montagne, ou un truc du genre. Pourquoi pas pour pimenter un peu le tout. Ce modèle-ci est disponible en version à moteur thermique et également très bientôt en tout électrique pour toutes les motorisations. À côté de cette face avant robuste, on a d'ailleurs les LED Matrix en option, on les voit juste ici, de profil court véhicule de 4,1 mètres ou 160 et 1 pouce et des jantes de 16 à 18 pouces. Voici les plus grandes en 18 pouces et encore une fois avec ses accents. On retrouve un rappel pour la calandre avant de la légendaire MB Willis, sympa non? Et là aussi juste au centre du cache-moyeu. Alors pourquoi ne pas y ajouter une petite touche d'émotion? Style classique aussi, plutôt vertical, les poignées de portes arrière sont fixées. Voilà la différence avec ses cousins de plateforme, la Fiat 600 et l'Alfa Junior qui partagent la même base. Elles sont toutes construites ensemble en Pologne, et la Fiat 600 a une poignée de porte normale juste ici. Et pas mal du tout, ces caractéristiques tout-terrain ici. Angle d'attaque de 22 degrés. Ensuite, nous avons 21 cm de garde au sol et même un angle de fuite de 35 degrés. Feu arrière tridimensionnel ici. Et bien sûr, ici pour le remorquage. Pour les situations tout-terrain, bien sûr, ce n'est pas pour une remorque ou autre, mais pour se faire sortir de là, ou peut-être pour tirer quelqu'un. Ce serait probablement mieux dans ce sens, non? Donc, le style fonctionne très bien. Je pense que la version 4XE ici, celle-ci, est équipée d'un moteur électrique supplémentaire à l'arrière. Et dans ce cas de figure, la version 4XE n'est disponible que pour le moteur thermique. C'est tout de même un peu particulier parce que sur le tout nouveau Jeep Compass, la version 4XE est uniquement 100% électrique, alors qu'ici, la version intégrale est l'hybride léger. Donc vous avez une version tout électrique avec une batterie de 50 et 1 kWh. Et puis vous avez également le moteur essence 1,2 litres à 3 cylindres. Et celui-ci est disponible en différentes versions en hybride léger. Et puis ici, celui-ci est aussi la version à transmission intégrale, comme je l'ai dit, moteur électrique supplémentaire à l'arrière. Ici, c'est également particulièrement bien amorti en dessous, et c'est aussi dans la version la plus rapide, qui passe en dessous de la barre des 10 secondes pour l'accélération. On va bien sûr conduire celle-ci aujourd'hui, et comme la dernière fois on a testé la version un peu moins puissante de la Fiat 600, on va pouvoir comparer un peu tout ça. Et comme vous le savez bien, on aime les détails sur cette chaîne et il y a justement un détail de longueur bien précis que j'ai étudié de très près. Alors, la longueur est, comme je l'ai dit, de 4,8 m, soit 161 pouces, mais on trouve aussi, pour la version 4 roues motrices, 4,11 m ou 162 pouces. Et je me suis demandé pourquoi, en fait. Eh bien, il y a ce crochet ici qui permet de sortir les gens du sable ou autre, mais en mesurant, je me suis dit, attends une minute, ça fait 6 cm. Alors, est-ce que cette différence vient vraiment du crochet? Et oui, c'est bien ça. Et pourquoi? Parce que ici, ce pare-choc arrière est un peu plus long au milieu. Il faut donc tout d'abord tracer une ligne juste ici, et cela montre bien que l'on mesure à partir de là le crochet depuis cet endroit. Et ça fait ensuite environ 3 cm de plus. Et ça explique alors, oui, que c'est le crochet, même s'il fait plus de 3 cm. À partir de cette ligne, cette partie fait 3 cm de plus. Donc ça veut dire que si vous avez cette version 4 roues motrices avec le crochet, c'est pourquoi elle fait 3 cm de plus. C'est très bon à savoir. Et puisqu'on est déjà plongé dans la technique, vous vous souvenez que celle-ci est la version hybride légère. On a la batterie de démarrage 12 volts, la normale, ici à l'avant, à côté du bloc moteur.
Puis on a la batterie 48 volts à tension plus élevée du système mild hybride sous le siège conducteur. C'est pour ça que cette découpe est un peu bizarre ici, et c'est assez haut sous le siège du conducteur. Et ce repose-pied est un peu plus petit, mais on ne s'en rend pas tellement compte. Voilà donc ça, et la batterie haute tension. Et puis ici, on a aussi la version 4 roues motrices, et le moteur électrique a besoin d'une unité de contrôle, etc. Et juste ici en dessous, sous ce feutre, c'est là où la seule version hybride léger aurait alors plus d'espace en dessous. Et vous pourriez aussi le mettre un peu plus bas. Ici, celui-là est... La différence, c'est qu'on a ce piston électrique supplémentaire en dessous. Donc, oui, voilà, vous voyez la différence de positionnement par rapport à la clé standard de Stellantis, juste avec le Jeep-Hatch, puis le bruit de fermeture de la porte. Oui, là, les portes arrière sont fixées ici. Ou s'ouvre là, oui, le bruit de fermeture de la porte n'a rien de remarquable, disons-le comme ça. Quelques nouveautés ici dans la dernière mise à jour du modèle, c'est maintenant du plastique moussé. Différence aussi avec la Fiat Six Sense par exemple, où tout est en plastique dur. Ici, on a donc un simili-cuir souple, et là, ça devrait être plus doux pour le coude. Commande standard pour les vitres et les rétroviseurs, tout ça c'est du plastique dur ici. Puis on a le volant, c'est un simili-cuir souple, un bon matériau, bien structuré, un peu rembourré en dessous aussi. Et là, on a les commandes classiques pour le régulateur de vitesse. À droite, la molette du volume et les boutons au volant. Et là, on a aussi de grands instruments digitaux très clairs. Ils sont plus grands que sur la Fiat Six Sense, autre différence. Et là, c'est l'édition du 85e anniversaire. Et c'est pour ça qu'on a ces sièges spéciaux au motif Clark. Et puis ici, le logo avec la Willys MB, lui aussi est en tissu. D'autres sièges sont bien sûr proposés. Du tissu, un mélange de cuir rouge, etc. Ici, on en a un peu sur les côtés. Et on a aussi les tapis de sol tout-terrain en caoutchouc et le volant réglable en hauteur et en profondeur. Les sièges sont bien. On trouve une bonne position, même pour un grand adulte, c'est parfait. Bien sûr, c'est pas la plus grande voiture, faut le dire. On le voit bien ici, tu vois, avec l'angle de mes genoux. Il faut bien relativiser, mais pour la garde au toit, ça va très bien pour 1,89 m. Et sur cette version, on retrouve également un motif spécial à l'intérieur de ce pavillon. Ensuite, on passe au niveau du cockpit. Ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est cette boîte à gants qui s'ouvre comme un plateau. L'ouverture est immense. Intéressant, on peut l'utiliser comme table de pique-nique ou autre. Et oui, c'est bien profond là-dedans. Ensuite, on a aussi du simili-cuir ici sur le tableau de bord. C'est pas mal aussi. Par contre, c'est du plastique dur sur le dessus. Et là, réglage manuel classique pour les aérateurs. Ensuite, on a des touches d'accès rapide ici, menu d'accueil. Mais là, c'est important, par exemple, vous allez dans les paramètres du véhicule et si vous restez appuyé, hop, l'alerte de vitesse de l'UE. Bip, bip, bip. Ça se désactive direct, c'est plutôt cool. Et vous avez dans la partie supérieure un système d'infodivertissement horizontal. Raccourci direct vers Apple CarPlay, Android Auto. Et c'est ce que vous utiliserez le plus souvent. Le système d'infodivertissement n'est pas le plus réactif. Heureusement, on a ici une molette de volume manuelle et aussi des commandes manuelles pour la clim. À droite, c'est la vitesse du ventilo par exemple. Donc ouais, vraiment ravi d'avoir ça comme ça. Ici, avec le levier M, les boutons de vitesse sont juste en bas pour la marche arrière, le point mort et la marche avant. Ensuite, l'édition du 85e anniversaire a le motif Clark en dessous. Vous pouvez le fermer ou le laisser ouvert. Par contre, ce chargeur par induction n'est pas ventilé, et puis vous avez les ports de charge USB-A et USB-C là-dessous, une prise 12 volts, un peu d'espace, le sélecteur de terrain si vous voulez faire du tout-terrain, mode auto, sport, sable, boue, neige, etc. Mais pas un vrai tout-terrain, même en 4x4. Et là, vous avez des ajustements pour les portes gobelets. Mais la question est toujours de savoir s'il s'adapte vraiment à la bouteille. Un peu d'espace ici, sous cet accoudoir, et c'est aussi plutôt bien rembourré sur le dessus. Et j'ai aussi ma fonctionnalité amusante préférée pour vous aujourd'hui, le bruit du clignotant. Ouais, c'est tout à fait comme si le DJ montait la basse ou le rythme de la batterie. Vous avez peut-être aussi vu notre courte vidéo là-dessus. Ce sont les feux de détresse et également les feux clignotants. Au moins,
lorsque le contact est mis en route. Si le contact est coupé, les clignotants ne font pas de bruit parce que ça passe par les haut-parleurs. C'est presque comme un vieux relais pour ça. Et les feux de détresse, ils fonctionnent toujours et font ce bruit. Et j'imaginais juste, j'espère que non, mais si jamais tu as un accident, que tu fais un tonneau et que tu te retrouves coincé dans la voiture, genre, oh, et puis les clignotants se déclenchent tout seul, tu te retrouves suspendu dans la caisse, la tête en bas, et tu te dis, ah, au moins j'ai le rythme, et puis tu repars, enfin, t'essayes de sortir de la caisse. Après, pour les places arrière, aucun problème de hauteur pour moi avec mon mètre 89. Ça passe. Mais pour les jambes, c'est un véhicule court, tu sais, et quand c'est un grand qui conduit, des adultes peuvent difficilement s'asseoir derrière. Théoriquement, on peut aussi utiliser la cinquième place. L'USB-C est juste à l'avant. Un tout petit, un grand tunnel métallique, et tout est vraiment rigide ici. Donc ouais, en gros, c'est une formulation assez intéressante. Les sièges en eux-mêmes sont plutôt confortables, vous voyez, le tissu et tout ça, mais c'est juste l'espace pour les jambes parce que la voiture est trop courte et étroite. Pour le coffre, on a 355 litres ici parce que c'est l'hybridation légère et la transmission intégrale, donc on a un peu moins de volume. Celui-ci rentre encore à la verticale. Il y a environ 95 cm, soit 38 pouces de largeur ici. La longueur normale se situe à 27 pouces, ce qui fait presque 70 cm. Et en dessous, il n'est pas possible de le mettre plus bas. Mais ici, ils ont, vous savez, un petit espace de rangement. Oui, c'est à peu près tout en fait. Et puis en hauteur, on peut au moins mettre celui-là dans le passage. Je peux vous installer ça. Et là, on est à une hauteur de 70 cm, soit 28 pouces. Et puis, quand on retire celui-là, on peut aussi facilement rabattre les sièges. Voilà. Et puis, ça descend probablement un peu, ça doit aller un peu plus bas, j'imagine, non? C'est vrai, oui, enfin, tu pourrais enlever les appuis-têtes et là, ça descendrait un peu plus bas. Mais là, il faudrait aussi avancer un peu les sièges avant. Et là, on arrive à une longueur totale d'environ 1,35 m, soit 53 pouces. Voyons ce qu'on a sous le capot en mild hybrid. Officiellement, la Jeep Avenger abat le 0 à 100 en 9,5 secondes. Mild hybrid, 4 roues motrices. On y va, on passe en mode sport. Oh, tiens, voilà une Fiat Topolino. On va éviter de l'écraser, hein? Allez, on s'écarte. Mode tout-terrain. Ouais, c'est parti. Allez, on fait un petit détour par le tout-terrain. Ah, et il y a aussi la nouvelle Alpine A390, je crois, tout électrique. Et voilà. Ok, et maintenant on peut faire notre départ rallye en mode sport. Les cadrans sont passés au rouge, et c'est parti. Pas mal, c'était du 0 à 90 km/h. C'est vraiment pas si mal, non? Donc 9,5 secondes, c'est le chiffre officiel, comme je l'ai dit. Mais c'est tout à fait correct et c'est également plus rapide qu'avec la version de base que l'on avait sur la Fiat 600 en boîte manuelle. Et ouais, on peut maintenant repasser en mode auto normal ici. Et voilà, on va sur les routes publiques pour voir ce qu'il en est de la direction, des suspensions et ainsi de suite. Alors voilà, nous avons ici les clignotants. On ne les entend pas vraiment très bien lorsque la climatisation tourne, entre autres. Mais on les entend quand même et on sent bien le rythme. Là, dans le rond-point, on sent déjà que c'est plutôt... voilà encore le rythme. La direction est très légère, voyons voir. Peut-être un peu plus de résistance en mode sport, en effet. Ouais, mais assez léger dans l'ensemble, matière sympa. C'est aussi un format compact, on le contrôle bien. Et quand j'essaye de secouer le véhicule, ouais, ça donne un petit côté tout-terrain de Jeep, en effet. On sent donc que les suspensions sont réglées pour le confort. On a ici les jantes de 18 pouces, les plus grandes, mais ce n'est pas pour autant que c'est raide ou tape-cul. Et là, on peut faire des tests sur route de campagne. On peut donc monter à 100 km/h
faire un premier test d'isolation et tout ça. Ouais, je veux dire que le moteur s'entend un peu quand on pousse, mais seulement quand on appuie vraiment fort. Sinon, c'est fluide. Aussi avec ce système MF, là à 100 km/h, 60 miles par heure, ça roule bien, en douceur, et c'est pas trop bruyant non plus. La conduite ressemble à celle de la Fiat 600. J'ai quand même l'impression qu'on est assis un peu plus haut ici. Ça lui donne un petit côté Jeep, c'est clair. Et je veux dire, avec cette mise à jour, on a aussi des matériaux moussés sur l'intérieur des portes, donc une sensation de qualité un peu plus présente. La caméra de recul a une meilleure résolution, par exemple. Bref, des petits détails. 0,9 kWh dans la batterie. Est-ce qu'on a aussi de temps en temps des moments électriques? Quand je lâche l'accélérateur, ça passe aussi en mode recharge, donc on peut récupérer de l'énergie. Technologie, on verra aussi ce que ça donne niveau consommation à la fin de notre essai routier. Elle est agréable, légère et agile ici en ville et vous vous dites peut-être que parce que l'intérieur n'est pas des plus luxueux, la conduite n'a rien d'exceptionnel non plus. Mais on s'en est déjà rendu compte avec la Fiat 600, cette petite plateforme se conduit vraiment très bien. On la sent vraiment agile et légère, et elle est très sympa à conduire. Vous savez, les autres modèles de chez Jeep vous promettent toujours des capacités tout-terrain ou ce look robuste à l'extérieur. Celle-ci est plutôt faite pour la ville, clairement, mais elle n'est pas si inconfortable. On peut donc aussi faire de plus longs trajets avec. Et celle-ci offre vraiment plus de plaisir de conduite parce qu'elle est si petite, compacte et légère. Et c'est plutôt cool en fait. Ouais, on sent aussi sur les bosses que la suspension est assez souple. C'est tout à fait normal, tu vois, de la part d'une Jeep, tu attends une suspension un peu plus tout-terrain, un peu plus souple, et tu ne cherches pas forcément le comportement le plus sportif en conduisant. C'est donc plutôt correct, le système MF t'aide toujours un peu aussi, tu sais, quand tu pousses le véhicule. L'essieu arrière est bien sûr plus actif en cas de patinage à l'avant, lorsque tu te trouves dans ces modes de conduite tout-terrain, et il n'est actif que jusqu'à une vitesse de 90 km/h. Au-delà, c'est une traction de toute façon, et la plupart de la puissance viendra toujours des roues avant. Ça ne changera pas tant que ça, le comportement de conduite, mais en gros, c'est là quand on en a besoin. C'est surtout utile si vous vous dites, tiens, en hiver, j'habite dans une région où il y a beaucoup de neige ou de verglas et je dois souvent grimper cette côte. Et là, ça peut vraiment s'avérer utile. Pour la plupart des autres, ce ne sera pas le facteur décisif, c'est sûr. J'aime vraiment la conduite douce et amusante qu'offre cette Jeep Avenger. Et c'est presque pareil que ce que j'ai dit pour la Fiat 600. Elles sont d'ailleurs, du moins en entrée de gamme, très similaires en fait. Celle-ci, bien sûr, si vous prenez aussi la version 4 roues motrices, le prix grimpe vite avec les finitions supérieures et là, vous payez vraiment beaucoup plus cher. Et là, par exemple, ça se recharge à nouveau dès qu'on descend un petit peu. J'ai donc hâte de voir aussi, en comparant avec le même moteur sur la Fiat 600 à boîte manuelle, ce qu'on obtiendra comme consommation à la fin de cet essai routier. Et il nous reste également encore à parcourir une portion sur l'autoroute allemande. Et l'autoroute allemande, alors c'est parti une nouvelle fois, en mode sport, 82-100. 120, oui, on voit bien que quand on est déjà lancé, ça prend un peu de temps depuis un départ arrêté. C'est plutôt sympa. On profite du faible poids du véhicule et là ça va. Mais quand on est déjà lancé et qu'on pousse encore, alors le petit moteur est tout simplement, ouais, tout de même limité en fait. Jusqu'à 100 km/h, c'est sympa. Des 120, 130, ça devient assez bruyant ici. Ce n'est clairement pas le point fort de ce véhicule. Là, on est à 130 km/h, soit 80 miles par heure. On entend pas mal de bruit au devant, au niveau du montant A notamment. C'est pas catastrophique, mais c'est pas hyper agréable non plus. En ce qui concerne la suspension, on ressent également un réglage différent. Le Jeep Avenger se révèle clairement plus souple par rapport au Fiat 600 et à l'Alfa Junior. Il passe de Jeep à Fiat puis à Alfa, d'un réglage plutôt tout-terrain et souple à quelque chose de plus sportif pour la suspension. Et c'est tout simplement incroyable de voir
à quel point cela fait une différence. Parce que l'IA m'a aussi dit qu'en tant que passagère, elle préférait largement être dans la Fiat 600 parce qu'on y est beaucoup moins ballotté, tu vois. Donc quand la suspension est bien plus souple, ça tangue vraiment plus d'un côté et de l'autre, tu vois, surtout dans les virages. Ici sur l'autoroute, ça va encore, on va plutôt tout droit, mais plus il y a de virages, plus le passager. On peut se sentir un peu secoué si on conduit sportivement cette Jeep Avenger, car la suspension est vraiment plus souple. Mais c'est bien ce que la marque promet aussi, ce réglage plus souple pour une sensation plus tout-terrain et ainsi de suite. Et je pense que ça convient très bien. Tu peux te tourner vers ses frères et sœurs si tu préfères ce type de conduite. Mais là, quand je conduis sur l'autoroute pour changer de fil, comme par exemple vers la gauche ou à droite, en réalité, cela définit plutôt le comportement lorsque l'on prend un virage serré. Ouais, mais à 20 km/h ou 75 miles par heure, je pense que ça va. Tout ce qui est au-dessus devient un peu désagréable avec le bruit du vent et tout ça. Les systèmes, d'ailleurs, dans la Fiat 600, on avait juste le régulateur de vitesse de base. Ici, il y a déjà, vous voyez le symbole de volant vert là. La distance de sécurité est aussi maintenue, mais le maintien actif dans la voie n'est pas comme un système moderne où on peut juste lui faire confiance et la voiture gère tout parce que parfois il ne vous garde pas bien au milieu, même si pour l'instant ça va. Là, vous voyez qu'elle tourne. C'est pas mal. J'ai eu des moments juste avant où ça ne marchait pas très bien, mais là, oui, c'est mieux. Et j'ai aussi eu des moments où la voiture râlait. Ah, voilà, gardez les mains sur le volant. Peut-être qu'elle ne le sent pas avec le capteur capacitif, il faut parfois forcer un tout petit peu. Et puis là, dans cette situation précise, ça fonctionne tout de même plutôt bien, mais on a également connu des moments où ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Alors ouais, ce n'est peut-être pas la fonctionnalité la plus indispensable ici, très honnêtement. Sortons encore une fois de l'autoroute pour pouvoir alterner entre les deux. Laissez-moi vous montrer un peu plus ce comportement routier sportif. Léa a hâte de voir ça, elle est très enthousiaste. Justement, un rond-point approche. Ouais, c'est également quand tu freines et que tu sens que ça plonge un peu vers l'avant. Ça n'arrivait pas trop avec la Fiat 600 et ses réglages. J'aurais jamais cru parler de Fiat comme d'une référence. Une marque sportive. C'est vrai que c'est tout de même étonnant. Donc, tu vois, dans le rond-point, bon, je n'ai pas trop poussé. Mais ouais, tu vois le genre. Plus de roulis dans les virages, réglage plus souple, si jamais tu te retrouves sur des chemins un peu chaotiques. Si tu veux du sport, tu peux plutôt choisir la Fiat 600 ou l'Alfa Junior, purement économique, quoi. 43 miles par gallon US, 51 miles par gallon UK et 5,5 litres par 100 ou plus ici en hybride. Et la dernière fois avec la Fiat 600 sans l'hybride. Donc la différence est d'environ 0,5 à 1 litre d'écart, ce qui est mieux qu'ici. Environ 5 miles par gallon de mieux qu'ici avec le système hybride. Côté tarif, celle-ci commence avec l'essence manuelle à 26 000 euros. C'est juste, vous savez, environ 1000 à 1500 euros de plus que la Fiat 600. Mais au moins, vous avez déjà le badge Jeep. Et tel qu'il est là, en version hybride léger, ou si on conduit la version 4XE, en finition haut de gamme, on a ici l'édition 85e anniversaire, mais vous pouvez tout à fait également choisir d'opter pour une autre finition supérieure, et dans ce cas-là, pour la version essence dotée de l'équipement le plus complet, vous paieriez aux alentours de 39 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup pour cette Jeep Avenger? Et vous pouvez maintenant la comparer à la Fiat 600 ou à ses autres concurrents.